Alors bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue pour ce webinaire consacré aux activités et aux services de la Banque de France. Voilà, aujourd'hui je suis accompagné donc de Chloé Masselier, Bonjour à directrice. tous. Bonjour Chloé, voilà en charge de la donc directrice des relations externes pour la Banque de France. Et Jean-Pierre Canet, qui est Bonjour, bonjour. bonjour Jean-Pierre, directeur général délégué pour le Sud Grand Paris. Voilà, donc on n'est jamais trop de deux, plus l'animateur pour parler des activités de la Banque de France. Alors, pour introduire ce webinaire, donc, on a souhaité inviter évidemment les interlocuteurs de la Banque de France. On avait invité déjà en novembre dernier le tribunal de commerce, le président du tribunal de commerce, pour parler un peu des institutions aujourd'hui qui œuvrent depuis longtemps au service des entrepreneurs et notamment des TPE-PME. Et aujourd'hui, la crise a un peu mis en lumière le rôle voilà, de ces organes. Et la Banque de France a été très active ces derniers temps, donc il était intéressant et indispensable de les inviter. Banque de France qui est d'ailleurs plus connue pour être un instrument de politique monétaire à l'échelle nationale et européenne, et également aussi pour ses publications macro et microéconomiques. Chloé reviendra là-dessus voilà, tout à l'heure pour parler un peu des projections économiques sur 2021. Aussi, évidemment, la Banque de France, et on en a beaucoup parlé ces derniers mois, à travers la médiation du crédit, voilà, pour aider les entrepreneurs, faciliter, en tout cas, mettre un peu de fluidité entre les entreprises, les dirigeants et également les organismes prêteurs, les institutions financières. Et la cotation Banque de France. Alors, la cotation Banque de France, voilà, qui est un sujet, puisque aujourd'hui, beaucoup d'entreprises accèdent à la cotation Banque de France. Et aujourd'hui, ça les aide tout simplement à pouvoir décrocher des prêts et également avoir des bonnes relations avec leur banque. Donc voilà, pas mal de sujets à voir avec vous. J'en profite pour ceux que je n'ai pas encore vus ou entendus. Je vous souhaite une bonne année. Bonne année donc 2021, en tout cas une meilleure année que celle de 2020. Et justement, Chloé, voilà, je vous passe la main pour nous dire un peu quelles sont les hors d'œuvre de ce début d'année 2021. Sans avoir une boule de cristal, comment ça va se passer cette année? Quelles sont les prévisions de la Banque de France? C'est pas évident, mais on va essayer de se projeter un peu quelques mois en avant. Donc, je vous laisse la main. Voilà. Et en tout cas, pour les participants, je n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de très interactif. On va essayer, en tout cas. Donc, on pourra prendre les questions au fil de l'eau. Et également, on a 1 heure et demie devant nous. Je pourrais voilà, vous donner la parole. Je vais revenir sur les sujets un peu plus complexes. Voilà. Donc, Chloé, je vous laisse la main. C'est parti pour ce webinaire. Très bien, merci Christophe. Effectivement, merci déjà de nous avoir invités pour ce webinaire. C'est toujours intéressant de rencontrer les chefs d'entreprise et de pouvoir rappeler un petit peu ce qu'on fait. Alors, ce qu'on fait en général, certes, mais surtout ce qu'on fait pour eux, parce que nos actions sont trop peu connues, on va dire, des chefs d'entreprise qui sont pourtant au cœur de nos métiers, de nos missions. Donc, on reviendra sur ces missions vraiment vers auprès des chefs d'entreprise à travers, donc vous le disiez, la cotation, qui est vraiment un outil important et souvent les entreprises ne sont pas assez au courant, de comment c'est fait et deux, du fait qu'ils peuvent avoir un minimum d'influence sur cette cote, alors non pas enfin, en soudoyant les agents de la Banque de France, mais plus en nous donnant les informations dont nous ne disposons pas. Effectivement, plus on a d'informations et plus la cotation peut être juste, donc entre les documents comptables et les informations qualitatives qu'on obtient de votre part. On reviendra aussi donc bien sûr sur la médiation, donc déjà sur le dispositif
à quoi ça sert, et puis un petit peu ce qu'on a pu voir sur cette année 2020 très particulière, alors de manière générale, mais aussi pour nous sur la médiation. On n'était pas habitué à avoir tout cet afflux de dossiers. Et puis, on présentera aussi d'autres missions d'accompagnement des entreprises, tout d'abord avec notre correspondant TPE-PME, et puis avec des prestations qu'on propose Opal et Géode. Alors, je vous le détaillerai à la fin de ce webinaire. Pour commencer, donc, je vais revenir sur tout ce qui est conjoncture. Je vais vous ouvrir en même temps le diaporama. Pour revenir sur voilà, tout ce qui est prévision économique et financière. Alors pour 2021, je vais vous le faire en deux parties. La première partie, ça sera vraiment reprendre notre enquête mensuelle de conjoncture, puisque tous les mois, la Banque de France interroge des chefs d'entreprise pour savoir ce qui vient de se passer sur le mois écoulé et quelles sont leurs prévisions pour le mois qui vient. Et comme on interroge un nombre très important de chefs d'entreprise, ça nous permet d'avoir une vision assez proche de la réalité. Et c'est d'ailleurs à partir de ces enquêtes que nous faisons nos prévisions de PIB et qui finalement sont assez proches du PIB réel qui sort quelques mois plus tard, statistiques faites par l'INSEE à partir des données remontées des entreprises. Donc, première partie, enquête mensuelle de conjoncture au niveau national et au niveau régional. Et puis, deuxième partie, un peu plus macro et un peu plus large, on va dire, en termes de temps. C'est-à-dire que je vais reprendre sur 2021 ce qu'on a vu et les prévisions sur 2020, pardon, ce qu'on a vu, et les prévisions sur 2021, en insistant également sur les freins, mais aussi les aides dont on pourra se servir pour rebondir. Alors, pour la première partie de l'enquête mensuelle de conjoncture, donc au niveau national, je vais vous l'afficher en grand, ce sera plus joli pour vous. Voilà. Donc en décembre, ce qu'on a vu, c'est que sur le bâtiment, l'activité est stable, qu'elle s'est améliorée légèrement dans l'industrie et qu'elle s'est améliorée encore de façon plus marquée dans les services. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le bâtiment, elle est stable à un niveau qui est quasiment le niveau d'avant-crise, tandis que dans les services, certes, nous nous améliorons, mais en partant d'un niveau plus bas. Je vais vous préciser après les différents secteurs qui impactent. Au global, l'enquête nous permet d'actualiser notre estimation de perte de PIB par rapport au niveau d'avant-crise à donc moins 7% en décembre. Il faut savoir que quand nous avions fait l'enquête un mois plus tôt, les prévisions des chefs d'entreprise étaient un petit peu plus pessimistes puisque nous visions moins 8% en décembre. Donc finalement, le retour, on va dire la fin du confinement a aidé et donc on arrive à moins 7% en décembre. L'enquête permet également de fournir une estimation de la perte d'activité sur janvier, qui est estimée stable par rapport à décembre, donc autour de moins 7%, malgré quelques durcissements des restrictions sanitaires, puisque l'enquête a été menée donc, entre fin décembre et début janvier. Et nous avions donc déjà l'information sur le couvre-feu avancé à 18 heures dans 23 départements français. Nous n'avions pas l'information, bien sûr, sur le couvre-feu à 18 heures généralisé, ni sur le probable potentiel confinement à venir. En tout cas, peut-être pas sur janvier. Donc, pour ces statistiques, on devrait être assez proche de ce qui était prévu. Si je reviens sur chacun des trois gros secteurs, industrie, services, bâtiments, on voit qu'il y a de fortes disparités déjà entre ces trois gros secteurs, mais aussi à l'intérieur même des secteurs. Je vous disais, alors ça va être un peu petit, mais je vais vous... vous avez de bons yeux, j'espère. Je vais simplement vous donner les chiffres les plus importants. Sur le bâtiment, donc je vous disais, on est stable par rapport au mois dernier, mais on est à 97-98% du niveau d'activité d'avant-crise, ce qui fait que on ne s'attend pas à ce que ça remonte d'un seul coup beaucoup plus, et l'impact est vraiment à la marge aujourd'hui. En revanche, sur l'industrie, donc on est en décembre à 91%. Les prévisions pour janvier sont à 91% aussi, du niveau d'activité d'avant-crise, toujours. Ce que vous avez comme trait rouge ici, qui s'indique à 50% pour le total de l'industrie. Est-ce que vous voyez quand je bouge la souris? Oui. OK. Donc ici, on était à 50% de l'activité au mois d'avril 2020, donc vraiment au printemps, premier confinement, et on voit que l'activité est aujourd'hui revenue quasiment à un niveau normal. Et si on regarde sur l'industrie, ce 91%, il est en fait... ce taux d'activité globale, il est tiré vers le bas par deux secteurs en particulier qui sont l'aéronautique et l'automobile.
Si on le regarde du côté des services marchands, donc là, l'activité globale, elle est passée de 78% du niveau d'avant-crise en novembre à 82% en décembre, et les prévisions sont à peu près stables à 82% aussi en janvier. Le niveau en avril, il était de 50% de l'activité normale, et là on le voit, mais ça ne va pas être une surprise pour vous non plus. Ce taux d'activité global de 82% environ, il est tiré vers le bas par, d'un côté, la restauration, l'hébergement, mais aussi tout ce qui est location de matériel et automobile, où on est encore qu'à 60% du niveau d'avant-crise. Sachant qu'on inclut évidemment quand on parle des secteurs, il y a évidemment ceux qui sont le plus touchés, comme l'hôtellerie ou la restauration, mais il y a aussi tous les sous-traitants derrière qui travaillent avec eux, les fournisseurs, qui des fois travaillent avec eux de manière exclusive et qui sont effectivement touchés. Donc finalement, ça fait quand même un petit écosystème. Oui, bien sûr. Alors, on voit d'ailleurs aussi d'autres secteurs, par exemple, publicité et études de marché qui est à 80%, ce n'est pas quelque chose de très élevé. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que derrière, on a des entreprises qui sont dans la publicité, mais qui sont à 100% parce qu'ils ne travaillent pas avec ces secteurs-là, et d'autres qui sont très impactés parce qu'ils ne travaillent et ils n'ont que des clients dans l'hébergement-restauration. Donc derrière, il y a effectivement des disparités même à l'intérieur des secteurs, et bien sûr, il n'y a pas que les hôtels et restaurants, mais tous les fournisseurs et sous-traitants qui sont touchés par cet arrêt de l'activité ou quasi-arrêt sur l'hébergement et la restauration. Alors, si je viens au niveau régional, j'ai envie de dire on a un petit peu la même chose. Hein. L'économie francilienne s'est en partie redressée en décembre, surtout sur l'industrie en Île-de-France. Les services marchands restent très impactés par les mesures sanitaires sur les secteurs dont on parlait avant, donc notamment restauration et hôtellerie. Et il faut savoir qu'en Île-de-France, ces secteurs représentent une part importante des services marchands. Donc forcément, les services marchands de la région sont fortement impactés au global. Et devant la faible visibilité sur, l'évolution de l'épidémie, mais aussi ses impacts en termes de décisions économiques sur les ouvertures, fermetures, etc., les chefs d'entreprise ne se sont pas trop avancés pour janvier et ils ont préféré miser sur une stabilité. Donc, si on regarde là ce qu'a donné la dernière enquête au niveau régional, donc entre les entreprises, ce qu'elles ont estimé de leur activité en décembre par rapport au niveau de décembre avant crise, donc décembre 2019, comparé et également les prévisions pour janvier 2020 comparé à janvier 2021, ça y est, on a changé d'année, comparé à janvier 2020. Donc, on voit cette évolution ici avec un total des services marchands qui est un petit peu en deçà de ce qu'on a au niveau national, mais à 80%, donc on n'est quand même pas très éloigné. Avec bien sûr le secteur de l'hébergement-restauration qui impacte fortement ce secteur-là. Si on regarde maintenant sur l'industrie, donc comme au niveau national, on est à peu près à 90% d'activité par rapport au niveau avant crise, hein, sur décembre comme les prévisions pour janvier. Et là aussi, hein, tout dépend des secteurs, donc surtout dans le matériel de transport où on a un impact plus fort. Mais vous voyez, en avril, en avril 2020, on était quasiment à 0% d'activité sur ce secteur-là. Donc, certes, on est encore en deçà, mais ils sont à 70% d'activité, ce qui est quand même moins alarmant. Alors, on va passer, si vous le voulez bien, aux prévisions un petit peu plus globales, alors sur 2020, mais surtout 2021 et la suite, avec les impacts économiques de la crise. Bien sûr, toutes les prévisions qui sont là, alors ce sont les estimations de la Banque de France, hein, basées sur toutes ces enquêtes, tous les modèles qui tournent derrière, etc., et basées sur ce qu'on sait à ce jour de l'épidémie. C'est-à-dire que les prévisions sont quand même assez prudentes. Hein. On sait bien qu'on n'est pas encore sorti de la crise. Néanmoins, on n'estime pas qu'on revivra un confinement aussi dur qu'au printemps dernier et qui durera 3 mois. Ce n'est pas du tout pris en compte dans ces statistiques-là. En revanche, si c'est un confinement du type de celui qu'on a eu en novembre, l'impact sur l'activité a quand même été moindre. Donc ça, oui, c'est pris en compte. Tout ça pour vous dire que voilà, les prévisions que je vous fais là aujourd'hui, je ne me mettrai pas ma main à couper sur le fait qu'elles vont se réaliser, mais on reste quand même sur quelque chose de prudent et voilà, par rapport à ce qu'on a connu ces derniers mois, c'est plutôt logique. Et c'est confirmé de mois en mois, j'ai envie de dire, même sur novembre et décembre, on a pu confirmer ces statistiques.
Donc, ce qu'il faut bien sûr avoir en tête, c'est que les impacts économiques de la crise sont sévères, mais au niveau mondial. Au niveau mondial, on était à moins 3,5% de PIB en 2020 et plus 5,6% prévu en 2021, et avec des économies émergentes qui sont autant affectées que le niveau mondial, puisqu'on est à moins 3,3% sur les économies émergentes, alors que ces économies étaient en forte croissance depuis des années. Il n'y a que la Chine, finalement, qui, au sein de ces économies émergentes, tire un petit peu son épingle du jeu, puisque, a priori, elle serait encore en croissance de 1,8% en 2020, et avec toujours une prévision de hausse sur 2021. Les économies avancées ont été davantage impactées. Donc, sur l'ensemble des économies avancées, on table sur une baisse du PIB de 5,8% en 2020, avec un rebond de 4% en 2021. Et la France, dans tout ça, eh bien, le PIB serait en baisse beaucoup plus marquée, de moins 9% en 2020, mais avec des prévisions de rebond plus importantes aussi, donc de plus 5% en 2021, plus 5% en 2022 et encore plus 2% en 2023. Donc, si on cumule ces variations, on voit qu'il faudrait attendre mi-2022 pour retrouver le niveau d'activité de fin 2019. Parce qu'effectivement, avec une baisse de 9% du PIB, il faut les retrouver, et même un plus 5% en 2021 ne suffit pas pour retrouver le niveau d'avant-crise. Alors, quels sont les facteurs du recul d'activité en France, mais aussi les facteurs de reprise en 2021, si on veut être un petit peu plus optimiste? Donc, on voit que du côté de la consommation des ménages, qui est, il faut le savoir, donc le premier moteur de la croissance, c'est-à-dire que la consommation des ménages, ça représente 52% du PIB sur une année. Eh bien, cette consommation, elle a baissé de 8% en 2020, donc ce qui impacte fortement le PIB global, bien sûr, et elle devrait remonter de 4% en 2021. Je reviendrai un petit peu plus tard sur cette consommation des ménages, parce qu'on estime aujourd'hui que c'est vraiment cette consommation et ce rebond que l'on espère qui permettra de sortir un petit peu de cette crise. Le deuxième élément, c'est l'investissement. Donc, l'investissement des entreprises et des ménages. Donc, on est à moins 11% sur 2020 et on serait à plus 8% en 2021. Mais on a deux comportements quand même différents entre les entreprises et les ménages, puisque côté entreprise, on est seulement, j'ai envie de dire, à moins 10% sur 2020. Je dis seulement parce qu'en général, ce qu'on remarque lors des crises, c'est que c'est vraiment l'investissement des entreprises qui tire la croissance vers le bas, enfin, qui tire la baisse de croissance vers le haut, on peut dire. Or là, on est quasiment au niveau de la baisse du PIB. La baisse du PIB, je vous disais, moins 9%, moins 10% pour l'investissement des entreprises, ce n'est pas alarmant. Surtout que ça faisait suite à plusieurs années de forte progression de l'investissement des entreprises, puisque depuis 2016, sur 4 ans, on était à plus 16% d'investissement des entreprises, ce qui est vraiment important. Donc, bien sûr, cette croissance, elle est entamée en 2020, mais voilà, c'est quand même plus résilient que ce qui était attendu. Sur l'investissement des entreprises, on estime une hausse de 7% en 2021. Donc, on voit quand même des entreprises qui croient en la suite de la crise, on va dire, et qui croient au rebond derrière. Si l'on regarde le solde commercial, donc là, on a d'un côté les exportations, d'un côté les importations. Exportations qui ont baissé plus fortement en 2020 que les importations, moins 17% contre moins 12% pour les importations. Ces exportations en forte baisse, plus forte baisse que les importations, ont du coup également un impact négatif sur le PIB, puisqu'on prend bien le solde commercial pour voir l'impact sur le PIB. Néanmoins, exportation comme importation repartirait à la hausse en 2021 et l'impact serait moindre l'année prochaine. Pour finir sur la consommation publique, on était à moins 3% en 2020. Alors, c'est toujours un petit peu à contre-courant, avec l'État qui essaye de moins impacter que le reste des secteurs. Et on serait à plus 7% en 2021. Cette consommation publique, elle représente quand même 23% du PIB, donc ce n'est pas négligeable. Juste pour les exportations et importations, en 2019, on était sur plutôt une courbe ascendante ou pas pour les exportations ou la balance commerciale? Alors, en général, on regarde la balance commerciale, effectivement, qui en France est toujours déficitaire. Donc, dans tous les cas, l'impact est négatif, mais pas énormément non plus. Si vous voulez, les exportations représentaient, on va dire en 2019, 32% du PIB et les importations, 33% du PIB. Donc, on importe plus qu'on exporte, mais c'est quand même à la marge dans la différence, mais ça joue sur 1%
du global du PIB, effectivement, en négatif. Si on regarde les conséquences du recul d'activité en France, donc le chômage, bien sûr, augmente déjà en 2020, mais augmenterait encore en 2021. Donc sur 2020, en plus, vous l'avez sans doute entendu, hein, il y a eu très peu de défaillances d'entreprises. Très peu de défaillances d'entreprises, pourquoi? Parce que dès le début de la crise, l'État a voulu soutenir au maximum toutes les entreprises, hein, de différentes manières, hein. Il y a eu le chômage partiel, il y a eu le PGE, enfin ce prêt garanti par l'État à 90%, mais aussi ils ont accepté tous des reports de charges fiscales, sociales, etc. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, hors crise, seraient peut-être allées à la liquidation judiciaire et finalement, avec la crise, ont pu bénéficier de différentes aides. Et on voit qu'en 2020, on a moins de défaillances, mais c'est assez marqué, hein, qu'en 2019. Néanmoins, on se rend bien compte qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui ont des difficultés, hein, à surmonter la crise. Et on voit bien qu'on aura des défaillances et que le chômage augmentera forcément. Et au niveau Banque de France, on estime que le pic sera atteint au T1 2021, donc on y est bientôt, hein, avec un pic qui atteindrait 11%. Avec un retour à 9% en 2022. Donc, si je reprends les chiffres qu'on avait avant crise, en 2019, on était à 8,1%. Donc, finalement, il faudra attendre fin 2022 pour retrouver le niveau d'avant-crise, donc 3 ans après la crise, finalement. Ce qui montre que c'est très long, effectivement. Alors, on a un petit temps de retard sur les défaillances, et tant mieux, ça permet de vraiment distinguer celles qui peuvent s'en sortir de celles qui ne peuvent pas s'en sortir. Mais en revanche, le retour à une activité d'avant-crise se fera en plusieurs années. Ce qu'il faut voir un point positif, hein, dans tout ça, c'est que le pouvoir d'achat, il a pour l'instant été préservé, grâce notamment au transfert public. Et donc, ce pouvoir d'achat, il augmente de 0,3% en 2020. Donc, à voir sur 2021, on devra avoir une stabilité également. Ensuite, si l'on regarde la hausse des prix, donc vous savez, au niveau de la politique monétaire, c'est quand même un indicateur qu'on regarde de près. La Banque centrale européenne cible une inflation donc inférieure mais proche de 2%. L'année dernière, donc en 2019, donc il y a 2 ans si vous voulez, en 2019, on avait une inflation de 1,3%. Et sur 2020, on pense que la hausse des prix ne sera que de 0,5%, donc vraiment limitée, malgré quelques hausses ponctuelles, notamment, vous avez dû en entendre parler lors du premier confinement, tout ce qui était produits alimentaires non transformés qui avait fortement augmenté. On était sur plus 12% de croissance sur ces produits-là en avril. Mais au global, sur l'année et sur l'ensemble des produits, on ne serait qu'à 0,5%. Et en 2021, on a une prévision de même ordre de grandeur, à 0,5%. Autre conséquence, hein, du recul d'activité en France, c'est l'endettement public qui progresse fortement, avec forcément un déficit public très, très important, donc 9% en 2020, alors qu'il était de 2,1% en 2019, et une dette publique de 116% en 2020, alors qu'elle était de 98% du PIB, hein, en 2019. Donc on voit que le déficit public serait presque multiplié par 4 en 2020, à près de 200 milliards d'euros. Avec un creusement qui s'explique, hein, et heureusement que l'État était là pour aider aussi en cette période. Donc avec d'un côté les dépenses de soutien exceptionnelles et d'un autre côté le recul des impôts, puisque toute l'activité que les entreprises n'ont pas faite, c'est de la TVA en moins pour l'État. Et enfin, l'épargne des ménages s'est nettement accrue. On a un taux d'épargne qui atteint 22% en 2020, alors qu'il était de 15% en 2019. Et on estime que cette épargne des ménages et ce taux d'épargne resterait élevé en 2021 à 19% et ne retrouverait le seuil d'avant-crise qu'en 2022. Alors, cette épargne des ménages, vous allez le voir, c'est ce qui va ou pas nous permettre de rebondir. On estime que cette consommation des ménages, cette épargne des ménages qui a été excessive en 2020, donc on a eu une épargne de 130 milliards d'euros en 2020, et les 70 milliards prévus encore en 2021, eh bien, ça représente 2 mois de consommation. 2 mois de consommation qu'on n'a pas et qu'il faudrait mobiliser pour pouvoir relancer l'activité et l'emploi. Relancer l'activité, on va dire, de manière générale. Alors, la consommation des ménages, pourquoi elle a été si faible en 2020 ?
il y a toujours deux raisons. Enfin, en tout cas, sur 2020, il y avait deux raisons. La première, c'est qu'il était difficile de consommer. Il y a beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire. On le voit encore aujourd'hui, les restaurants sont fermés, donc on ne dépense pas, même si on voudrait. Et la deuxième raison, c'est que dans une crise, les ménages ont toujours un côté d'inquiétude. On ne sait pas ce que ça va donner, combien de temps ça va durer. Et donc, il y a une épargne de précaution qui se met en place avec des ménages qui préfèrent épargner en se disant, on ne sait jamais, peut-être qu'il vaut mieux que je mette un petit peu de côté pour plus tard. Donc, on espère qu'avec une sortie de crise en 2021, les ménages pourront dépenser davantage et relancer l'activité et l'emploi. Alors, la Banque de France met en avant également deux accélérateurs pour rebondir après cette crise. Deux accélérateurs qui sont l'État et l'Europe. Alors, l'État, quel est son rôle? On va dire que l'enjeu pour l'État, c'est de profiter de la capacité d'endettement de l'État pour mobiliser des moyens importants. Donc, l'État est là à la fois pour protéger les ménages, avec, on l'a vu déjà en 2020, le maintien des revenus, c'était l'exemple de l'activité partielle. Et puis, l'État est là aussi pour préserver les entreprises. Préserver les entreprises, c'est assurer la trésorerie nécessaire pour éviter la faillite. Donc, ça a été l'exemple des PGE, mais c'est aussi accepter des reports de charges, etc. Et puis, le deuxième accélérateur, c'est l'Europe, avec deux solutions, on va dire, pour l'Europe. Avec un enjeu global qui est de mutualiser nos forces pour contribuer à solutionner la crise. En faisant quoi? Alors, d'un côté, un accélérateur budgétaire avec la Commission européenne. L'idée étant qu'elle doit compléter les interventions nationales, mais ne pas les remplacer non plus. Et pour compléter ces interventions nationales, donc vous savez qu'en 2020, il y a un emprunt de 750 milliards d'euros qui a été décidé, qui sera versé pour 390 milliards en subventions et pour 360 milliards en prêts aux pays en fonction de leurs besoins. Et le deuxième accélérateur pour l'Europe, c'est l'accélérateur monétaire avec la Banque centrale européenne, afin d'assurer un coût du crédit faible. L'idée, c'est donc un coût du crédit faible pour l'État, mais aussi pour les entreprises et pour les ménages. Donc, il faut savoir que l'État français, aujourd'hui, il emprunte à moins 0,3% sur 10 ans. Enfin, je dis aujourd'hui, en décembre 2020. En tout cas, on n'en est pas loin. On est sur des taux négatifs. C'est ce qui permet aussi cet endettement important de l'État en 2020 et encore aujourd'hui. Et bien sûr, donc garder aussi un coût du crédit faible pour les entreprises et pour les ménages qui voudront réinvestir et relancer la croissance. Néanmoins, il faut bien voir qu'il y a un frein à gérer, qui est un double mur d'endettement. Double mur parce qu'il y a deux catégories qui se sont fortement endettées cette année. D'un côté, les entreprises. On a une dette proche de 1 900 milliards d'euros. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de dollars, mais d'euros. Donc, une dette qui s'est accrue de 12% en un an, alors avec des chiffres qui étaient encore à fin octobre 2020. Là-dessus, l'État creuse un petit peu les pistes qu'il pourrait y avoir, et notamment pour orienter une partie de l'épargne, qui, je vous disais, est très importante, vers les entreprises avec des prêts participatifs, des labels relance, etc. Et puis, à côté des entreprises, on a l'État qui s'est fortement endetté, je vous le disais également, avec une dette qui serait proche de 3 000 milliards d'euros en 2023, puisque non seulement elle a augmenté en 2020, mais il est encore prévu que ça augmente sur les années qui viennent. Là, ce que la Banque de France avance, c'est que vraiment, il faudra que la dette publique française cesse de croître pour pouvoir maintenir la confiance des Français. Et pour cela, on a plusieurs pistes, on va dire. Déjà, la croissance en elle-même qui va permettre de réduire ce déficit et donc la croissance de la dette, mais également la durée des aides et la maîtrise des dépenses publiques qui sont importantes également pour cette dette globale. Voilà pour le point sur la conjoncture, alors au sens un petit peu large. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Avant que je laisse la parole. Pas de questions pour l'instant, n'hésitez pas à écrire sur le question-réponse, sur le chat. Non, en résumé, je dirais que finalement, en fait, si on regarde 2020 et le début 2021, on a quand même le sentiment que les acteurs, en tout cas en France, et notamment les entreprises, ont été plutôt optimistes, c'est-à-dire se sont quand même assez rapidement adaptés, certes avec un confinement moins dur en novembre, mais on voit quand même, ce qui est assez encourageant, c'est qu'à part des secteurs fermés administrativement aujourd'hui qui ne peuvent pas travailler, je pense au secteur de la culture,
tourisme et à la restauration hôtellerie, qui sont vraiment les 4 grands secteurs pour moi les plus frappés. Il y a quand même majoritairement un niveau d'activité qui est quand même revenu presque au niveau d'avant-crise, autant dans le BTP que dans les services. Donc, c'est quand même assez rassurant, sachant que là, si on se dit qu'avec l'espoir des vaccins, on arrivera peut-être à l'automne prochain à résoudre cette crise sanitaire. Il peut y avoir en tout cas des perspectives d'encouragement. Et sachant qu'en plus, moi, ce que j'ai constaté, c'est que ce qu'on n'avait pas prévu au départ, c'est qu'après les confinements, il y a eu des rebonds très massifs sur la consommation des ménages, notamment l'été, où il y a eu un gros rattrapage. Donc, faut espérer qu'il n'y ait pas trop de plans sociaux cette année pour préserver le pouvoir d'achat des ménages et pour espérer aussi que les ménages ne thésaurisent pas trop et puissent reconsommer comme avant. Donc, ça, c'est la grande question, effectivement. Je dirais en synthèse, voilà, pour 2021. Tout à fait. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur cette analyse hein, de rebond dès qu'on peut consommer en fait et potentiellement dès que la crise sera terminée on pourra effectivement consommer davantage. D'ailleurs on voit bien que c'est pas une crise économique, la crise elle est là uniquement parce qu'il y a crise sanitaire et qu'on ne peut pas ou produire ou consommer, en tout cas faire les choses. Pour autant on n'est pas comme en 2009 où le repli avait été moindre au global, on était à moins 3%, donc vous voyez par rapport au moins 9 de cette année c'est rien. Pour autant la reprise avait été beaucoup plus lente parce que c'était voilà, une crise un peu plus globale. Là, les ménages ont envie de consommer, mais ils ne peuvent pas. Donc, je pense qu'effectivement, dès qu'on aura ces vaccins, cette absence de confinement et tous des secteurs ouverts, on devrait retrouver plus rapidement le chemin de la croissance. Alors, je profite, je prends une question au vol de Florian Dian, qui dit: Je suis toujours surpris par le taux d'épargne des ménages qui me paraît élevé. Est-ce un taux médian ou moyen? Et est-ce qu'il intègre les remboursements de crédits immobiliers? Alors, c'est bien un taux moyen. D'ailleurs, en ce moment, on entend beaucoup parler. Finalement, ce sont les classes les plus riches qui ont le plus épargné et qui s'en sortent le mieux dans cette crise, puisque c'est des gens qui consommaient peut-être beaucoup, mais qui aujourd'hui ne consomment pas du tout et n'épargnent pas. Pour ce qui est des remboursements de crédits immobiliers, c'est compris, enfin, comme c'est pas compris comme une épargne. Hein. Est-ce qu'il intègre les remboursements? Non, c'est pas. On prend le global entre la dette d'un côté et l'épargne globale aussi. Hein. L'épargne est une quantité séparée. Tout à fait. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui est mis de côté chaque mois par les ménages et donc qu'est-ce qui est mis en globalité de côté par les ménages sur l'année. Et donc, si je reprends le montant, c'est ces 130 milliards d'euros qui n'ont pas été consommés et qui ont été mis de côté par les Français. Et puis pour reprendre ce célèbre dicton que j'avais appris en cours d'économie et sociale, c'est la consommation d'aujourd'hui fait l'investissement de demain et les emplois d'après-demain. Donc on verra si cette maxime va être préservée. Très bien, merci Chloé pour ce panorama. Jean-Pierre, oui, bonjour. Voilà, rebonjour, c'est le moment de passer voilà, à la cotation de Banque de France. Alors voilà, je ne sais pas si nos auditeurs ont déjà passé par la cotation, mais voilà, dis-nous comment ça fonctionne et quel est l'impact sur l'octroi d'emprunt. Bien oui, alors passons maintenant à cette nouvelle thématique. Passons au produit phare proposé par le service de l'économie de la Banque de France, qui est la cotation. Donc la cotation Banque de France, on veut essayer sur quelques slides suivants de vous dire comment elle est attribuée, qu'est-ce que c'est, et quel est son impact pour vous, entrepreneurs, sur l'octroi d'un prêt dans le cas où vous en solliciteriez un. Alors, tout d'abord, posons un petit peu le cadre. Le cadre, la cotation Banque de France est établie dans un cadre légal et réglementaire exigeant. Au niveau national, la mission fondamentale de cotation dévolue à la Banque de France repose sur l'article 141.6 du Code monétaire et financier, le CMF, qui autorise à pouvoir collecter les informations nécessaires à son établissement. Je parle de l'établissement de la cotation auprès de différents partenaires et sources que nous allons lister sur le slide suivant. Voilà pour le cadre national. Il y a ensuite le cadre international, ou plus précisément pour nous, le cadre européen.
dans ce cadre est exercée au travers de 2 statuts essentiels et fondamentaux dont bénéficie à ce jour la Banque de France, le statut d'ICAS et le statut OEC. En ce qui concerne l'ICAS, la Banque de France est officiellement reconnue comme ICAS, In-House Credit Assessment System, statut qui lui a été octroyé par la Banque centrale européenne, par l'eurosystème en quelque sorte, au sein de l'ECAF, et qui permet, c'est ça qui est fondamental, aux créances privées sur les entreprises bénéficiant des meilleures cotations Banque de France, de nos meilleures évaluations, de pouvoir être éligibles aux opérations de refinancement du système bancaire, au travers d'opérations du type TLTRO3, par exemple. C'est ce qui me vaut le titre dessus, hein, comme quoi, eh bien, la cotation par là même devient un outil de politique monétaire puisqu'elle participe directement au refinancement du système bancaire. L'autre statut, il est plus ancien, il date de 2007, la Banque de France bénéficie du statut d'OEC, organisme externe d'évaluation du crédit, qui fait que la cotation Banque de France peut servir de référence. Plus précisément, cette reconnaissance permet ainsi aux banques commerciales françaises d'utiliser l'échelle de notation Banque de France à des fins assurément prudentielles, mais aussi de régulation et de supervision auprès des organismes de contrôle, qu'ils soient européens, comme l'EBA, hein, l'autorité bancaire européenne, ou son émanation française, la CPR, autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Voilà, donc vous voyez la cotation, je voulais déjà vous planter le décor, un cadre légal autour de 2 statuts ICAS et OEC. Pour les conserver, la Banque de France, il y a des conditions, il y a 3 obligations. D'abord, on s'engage à ce que la cotation discrimine correctement les entreprises entre elles en fonction de leur risque de crédit. On doit être donc un miroir exact de la santé financière de chaque entité que nous évaluons. Et il faut que la population des entreprises bénéficiant des meilleures cotes soit représentée et un taux de défaut très faible. Il faut donc que les défauts se positionnent sur nos appréciations les plus défavorables. Et ensuite, bien sûr, il faut que ce soit soumis à un contrôle régulier, des audits réguliers et diligentés par la Banque centrale européenne qui nous contrôle, ce que nous appelons des backtesting qui sont annuels. Voilà pour le cadre. La cotation, quelles sont nos sources d'information? Des sources d'information diverses et variées qui viennent alimenter FIBEN. Alors, FIBEN, c'est la base de données dans laquelle est abritée la cotation Banque de France. C'est la base de données de notre institution du service de l'économie. Alors, quelle est notre source d'information la plus naturelle? C'est les entreprises, c'est vous-même. C'est des entreprises qui nous communiquent régulièrement leurs données comptables, leurs liasses fiscales via, bien sûr, bien souvent, les experts comptables ou bientôt la DGFiP. C'est avec les entreprises que nous avons aussi des entretiens réguliers et qui vont nous donner des informations que nous disons, nous, au niveau de l'institution, qualitative, mais aussi, est-ce qu'il y a eu un changement de dirigeant, comment se comporte l'actionnariat. Nous collationnons également, ma foi, des données groupes, les comptes consolidés. On en a 5000, on a 5000 cotations qui sont faites partie de comptes consolidés au niveau de la Banque de France. L'autre source, c'est le partenaire naturel, les banquiers qui alimentent la base FIBEN au travers des incidents de paiement, leurs déclarations, au niveau des encours de risque et des encours de risque du crédit, la centralisation des risques. Ils nous signalent aussi les défauts valois et nous échangeons aussi avec eux régulièrement et comme ils connaissent bien leur portefeuille client, on peut échanger sur certaines entreprises en données, comme je vous ai dit tout à l'heure, qualitatives. Pour tout ce qui est la vie de l'entreprise et son immatriculation, mais le partenaire naturel, c'est l'INSEE, les tribunaux de commerce. Ils vont nous informer lors de la création de l'entreprise sur les numéros sirènes, sur les jugements qui peuvent venir et qui arrivent dans la vie d'une entreprise, les événements marquants comme la perte de plus de la moitié du capital social, les changements de dirigeants, l'augmentation des capitaux propres. Et puis, il y a d'autres déclarants qui participent aussi, comme les assureurs. Voilà en somme nos sources d'information. Maintenant, la cotation, qu'est-ce que c'est? L'objectif de la cotation, c'est de donner une appréciation la plus exacte possible sur la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers sur un horizon de 1 à 3 ans. Elle se compose de 2 éléments, une cote d'activité et qui va nous donner une information sur la taille de l'entreprise et une cote de crédit, nous sommes sur un chiffre, où va porter notre appréciation sur cette capacité à honorer ses engagements financiers.
Elle a une limite, je dis que c'est une base de données très large, mais elle a une limite, c'est une limite territoriale et géographique. Nous ne cotons que les entreprises, qu'elles soient industrielles et commerciales, qui ont leur siège social en France. On ne sort pas du territoire français. Donc moi, je ne sais pas si à ce que vous attendiez, mais je crie que c'est une base de données très large, parce que dans la base FIBEN sont recensées et cotées 7 500 000 entités. Alors bien sûr, pour chacune d'entre elles, nous ne dépouillons pas, nous n'analysons pas leur bilan et leur liasse fiscale. Nous ne le faisons que pour les plus importantes. Celles qui ont un chiffre d'affaires qui dépasse un certain seuil, elles sont 270 000 à être cotées de la sorte que nous appelons entreprises cotées à titre d'expert. Donc, il y a deux méthodes différentes pour coter les entreprises en fonction de leur taille. Les cotations sans bilan et les cotations à titre d'expert avec analyse bilancielle. Pour les cotations sans bilan, nous avons le seuil et le chiffre d'affaires. 750 000 euros. On aurait pu prendre un autre critère, la valeur ajoutée, c'est le chiffre d'affaires. Donc, lorsque le chiffre d'affaires est inférieur à 750 000 euros, nous ne collectons pas le bilan et la cotation résulte des informations auprès des greffes, des tribunaux ou de la centrale des incidents de paiement. En l'absence d'informations défavorables ou péjoratives, la cote de crédit qui est attribuée est une cote de crédit neutre, qui est 0, mais qui veut dire, et lorsque le banquier la consulte, c'est ce qu'il entend, qu'il n'y a pas d'information défavorable. Elle est souvent associée à une cote d'activité X. Pour la cotation à titre d'expert, elle est attribuée à 270 000 entreprises et elle consiste en une étude de la situation de l'entreprise par un analyste financier Banque de France, en application d'un ensemble de règles méthodologiques précises et communes à l'ensemble du réseau de la Banque de France. On est coté pareillement que son entreprise soit à Brest ou à Strasbourg. Ce mode d'attribution exclut, et c'est ça l'essentiel, le recours à des procédés de cotation totalement automatisés et ou fondés exclusivement sur les seules données financières. Cela veut dire que dans notre processus d'évaluation, on va prendre en compte différents éléments. Bien sûr, et tout d'abord, l'analyse du document comptable annuel, que l'on va articuler autour de 4 axes principaux. La capacité bénéficiaire de l'entreprise, votre profitabilité, votre autonomie financière, la solvabilité de l'entreprise au moment de l'arrêter, et tout ceci avec un regard dynamique, car nous ne pouvons pas voir, nous avons la plupart du temps plusieurs bilans consécutifs, saisis, et un facteur de plus en plus sensible, la liquidité. Comment se positionne votre trésorerie? Mais on va également examiner des engagements financiers post-arrêté. On a la centrale des risques. Est-ce qu'il y a eu des encours octroyés depuis la date d'arrêté? La cotation est quelque chose qui vit au fil de chaque événement et de chaque information que nous avons, que nous n'avons pas peur de remettre à jour en dehors des dates anniversaires de l'analyse du bilan. Les éventuels incidents de paiement aussi que nous pouvons nous signaler. L'environnement de l'entreprise aussi est important. Son secteur d'activité, c'est quand même un élément discriminant. Les liens économiques et financiers avec d'autres entités. Comment se portent vos participations, le groupe. Le cas échéant, des événements judiciaires qui pourraient se rajouter. Et enfin, et c'est ce qui fait le terme à dire d'expert, ce sont les éléments qualitatifs, les informations que nous allons recueillir auprès des dirigeants eux-mêmes lors des 55 000 entretiens que nous avons avec eux au cours de l'année, à peu près 20% de la population. Où il est question notamment de l'évolution du marché sur lequel opère l'entreprise, de son positionnement dans son secteur d'activité, des avantages, ses points forts, de ses relations avec ses clients et ses fournisseurs, y a-t-il dépendance ou pas, de la solidité de l'actionnariat, de la stratégie, de la gouvernance de l'équipe dirigeante, des perspectives et projets à moyen terme. Autant d'éléments non apparents sur les données comptables dont on pourrait ne pas tenir compte, mais qui, dans notre système de cotation, est intégré et va venir impacter et orienter réellement la cotation. Je ne sais pas si j'étais clair. La cotation, comment ça se présente? Je vous l'ai dit, hein, 2 éléments, une cote d'activité, une cote de crédit. La cote d'activité exprime la taille de l'entreprise. Donc, voilà, le critère discriminant, c'est le chiffre d'affaires. Cela veut dire que si vous êtes une grosse entreprise, la cote d'activité, c'est vous voyez, ce n'est pas un jugement, c'est un positionnement. Ça veut dire, je suis Airbus et j'ai un chiffre d'affaires qui est supérieur à 750 000. Une cote d'activité G, cela veut dire que j'ai un chiffre d'affaires, le dernier chiffre d'affaires qui a été saisi est compris entre 1,5 et 7,5 millions d'euros. Alors, un peu plus sur le bas, vous avez la cote d'activité N, qui est
non significative. Hein. C'est une cote attribuée à l'entreprise dont le chiffre d'affaires ne reflète pas l'activité réelle de l'entreprise. C'est très usité pour les holdings. Et enfin, le X, on en a parlé auparavant, c'est une cote dont le chiffre d'affaires est inconnu parce que nous ne l'avons pas collecté ou il est tombé parce qu'il est trop ancien. La cote de crédit, qu'est-ce que c'est que la cote de crédit? Aujourd'hui, elle se répartit sur 13 niveaux. Elle est là pour juger, je l'ai déjà dit, la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers. Si vous êtes dans le positionnement 3++, on considère que cette capacité est excellente. Si vous êtes en 4, elle est correcte. En 6, elle devient très faible. 7, 8, 9, ça veut dire que vous avez à aujourd'hui des impayés, avec chez une capacité à 8 qui est menacée, 9 compromise, et P, il y a une procédure collective qui a été ouverte à l'endroit de votre entreprise, redressement ou liquidation. La cote 0, je vous l'ai dit, c'est une cote neutre qui signifie qu'il n'y a aucune information péjorative sur l'entreprise et qui est souvent associée à la cote d'activité X. Je vais commencer à répondre à la question qui était posée au départ sur l'octroi des crédits. Les cotations 3++ à 4, donc les 5 premiers rangs, 3++, 3+, 3, 4+, et 4, sont seuls mobilisables, sont seuls éligibles dans le cadre des opérations de refinancement bancaire. Voilà. Votre banquier, s'il a une création à votre endroit, elle pourra être refinancée que si elle est 3++, 3+, 3, 4+, 4. L'octroi des crédits et la négociation des taux, ça va jouer ensuite sur sa capacité à vous accorder le crédit et aussi sur la négociation des taux, sont de fait plus aisés pour les entreprises de côté favorable. En 2020, avec la crise sanitaire, l'Eurosystème nous a demandé d'avril à septembre de ne pas dégrader la cotation des entreprises, afin de ne pas compromettre le refinancement du système bancaire. En somme, vous voulez éviter qu'il y ait beaucoup de cotations qui passent de 4 à 5+, quitte le volume des cotations éligibles et ainsi limiter la liquidité qui serait refinançable. Depuis septembre 2020, bien sûr, les cotations ont été réexaminées avec une tendance à la dégradation puisque la cotation, on l'a dit, de façon discriminante, doit refléter sincèrement et de façon claire la santé financière des entités analysées. Mais je vous assure qu'on a veillé à ce que cette dégradation soit tendancielle et mesurée et en restant à l'écoute toujours des entreprises. Enfin, ma dernière slide. À qui est destinée la cotation? Alors, Fiben, ce n'est pas société.com, hein, ce n'est pas ouvert à tous. Seuls donc vos concurrents, vos fournisseurs n'ont pas accès directement à Fiben. Les informations contenues dans Fiben, et notamment la cotation qui est notre sujet, sont mises à disposition uniquement des acteurs du financement de l'économie. Alors, tout d'abord, la cotation, celui qui en reçoit l'information, c'est le dirigeant d'entreprise. Chaque cotation fait systématique et chaque changement de cotation font systématiquement l'objet d'une communication au dirigeant de l'entreprise. Et tout dirigeant d'entreprise qui en fait la demande, ce sera avec plaisir, qui pourra obtenir des explications sur la cotation attribuée à son entreprise au cours d'un entretien personnalisé. Donc, les destinataires, à part les dirigeants d'entreprise concernés, les destinataires sont nos adhérents Fiben, que sont, on l'a vu, les mêmes qui alimentent la base, les banques, les assureurs, crédits, assurances, mutuelles. En conclusion, il est donc utile de suivre attentivement la cotation de son entreprise et son évolution dans le temps, car pour moi, c'est un thermomètre de la santé financière de votre société et l'image qui en est diffusée aux partenaires financiers. Si vous voulez soigner votre image, soignez la cotation. Ne pas hésiter à échanger avec les analystes Banque de France pour positionner, pour échanger au mieux celle-ci. Merci Jean-Pierre. Alors moi, j'ai des questions assez pratiques. Merci pour cette démonstration. Démonstration. Oui, enfin, implacable. Mais c'est vrai que combien aujourd'hui d'entreprises, en pourcentage, en gros, hein, une fourchette, passent par la cotation Banque de France, à peu près, normalement, sur l'ensemble des entreprises? Elles sont toutes les entreprises françaises sont cotées. En okay. X0. Si la question s'ouvre, est-ce qu'elles sont recensées dans Fiben? Oui. Effectivement, par contre, beaucoup sont X0 si on ne connaît pas leur compte. Voilà, oui, non, mais c'est on a vu 7 millions 5.
7 celles qui millions sont à X0. 270 000. Comment? Donc, beaucoup, entre les 7 millions 270 000, beaucoup sont dans les X. Hein. Oui, donc ça représente quel pourcentage à peu près? Ah bah 270 000 sur 7 millions. 270 000 sur 1 million, ok. Mais attention, en fait, celles qui ne sont mais... pas cotées, celles qui sont X0 pour la plupart, sont des sociétés qui font moins de 750 000 euros de chiffre d'affaires. Par contre, celles dont on n'a pas les comptes, mais qui font plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires, il y en a certaines, ce n'est pas la majorité, et ça va disparaître puisqu'on on a un accord dès 2021 avec la DGFiP pour obtenir toutes les liasses fiscales des sociétés de plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, pour nous, on estime qu'il y aura un bond, on va dire, de 15% d'entreprises, ce qui voudrait dire que 85% des entreprises de plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires aujourd'hui sont cotées déjà, enfin sont cotées significativement. Voilà. D'accord. Et à partir de l'année prochaine, il n'y aura plus de trous dans la raquette. D'accord. C'est une démarche qui est gratuite ou payante? Laquelle? D'aller d'être coté? Ah, mais c'est gratuit. C'est gratuit, on est d'accord. Non, c'est confidentiel, j'imagine. Et notre mission fondamentale, on remplit cette mission-là. Hein. Et donc, la cotation est un passage obligé. Tant qu'à faire, autant communiquer avec les analystes financiers Banque de France pour qu'elle soit positionnée au mieux, comme je l'ai écrit. Donc oui, c'est gratuit et oui, c'est confidentiel, mais avec ces précisions qu'a donné Jean-Pierre, c'est-à-dire que on donne la cotation aux dirigeants d'entreprise et aux adhérents FIBEN, qui sont les partenaires financiers, qui ont accès. Donc la banque, c'est pour ça, prend en compte cette cotation. Mais en dehors de ça, les fournisseurs, par exemple, à moins que l'entreprise dise elle-même, voilà ma cotation, mais ce n'est pas par la Banque de France qu'elle aura l'information. Et c'est de la même manière pour toutes les informations qui nous seront transmises par l'entreprise lors d'un entretien de cotation. Les informations, on les garde au sein de la Banque de France pour établir la cotation, mais ces informations ne seront jamais transférées à d'autres. Bien sûr, ça c'est bien important de le signaler. La confidentialité de la cotation était un préalable, je vais pas insister dessus. D'accord. Alors du coup, pour rebondir, une question de M. Ruiz, comment connaître sa cotation? Alors pour le coup, très pratique, quand on est une TPE qui réalise un chiffre d'affaires de moins 400 000. J'imagine qu'il faut aller voir... Non, il faut aller voir la Banque de France, il y a moyen aussi. Alors, est-ce qu'il y a une démarche... Normalement, oui, il n'y a pas eu de courrier qui a été fait, il n'y a eu jamais de changement de cotation. Et en fait, il peut venir à la Banque de France ou même nous contacter par mail on va lui demander des informations, sa carte d'identité, différents éléments qui nous permettent de vérifier que c'est bien le dirigeant de la société, puisque comme c'est confidentiel, on peut pas envoyer cette lettre de cotation à n'importe qui, mais il pourra, une fois donné les documents, donc je crois que c'est CABI, c'est carte d'identité, ça va pas beaucoup plus loin, on pourra lui transférer sa cotation, donc soit X0 si jamais il n'y a aucun incident qui a été relevé sur sa société, puisqu'on est en dessous des 750 000 euros de chiffre d'affaires. Et si jamais il y a eu des incidents ou des informations défavorables qui nous ont été rapportées, on aura peut-être une cotation moins favorable qui pourrait être, par exemple, X7 si on a eu quelques impayés ou X6 si on a eu une information qui avait une perte de plus de la moitié du capital social, voilà, ce genre de choses. Ok, donc j'imagine qu'il y a un interlocuteur local ou c'est départementalisé, c'est ça? C'est la redirection. Enfin, on va sur le site Banque de France et il y a un interlocuteur local qui se charge de lui répondre, c'est ça? Alors, sur le site Banque de France, il y a l'interlocuteur local que vous trouverez le plus facilement, c'est le correspondant TPE dont je parlais tout à l'heure. De toute façon, quelle que soit la question, si vous la posez au correspondant TPE, il vous réunira vers le bon service de la Banque de France. Maintenant, si M. Ruiz veut nous demander directement, voilà, on a nos adresses mail à la fin de ce diaporama, qu'il nous contacte et on réunira directement vers le service qui pourra lui donner le renseignement. D'accord. Alors, question aussi de M. Dian. Mais on y répondra, je pense, tout à l'heure. La Banque de France propose également un autre service appelé OPAL, qui établit un rapport de bonne santé d'une entreprise. Y a-t-il un lien avec le service de cotation? Non. Non, mais... Alors, le seul lien qu'il va y avoir avec le service de cotation, c'est que le rapport OPAL qu'on va sortir, il est basé sur sa liasse fiscale. Et cette liasse fiscale pourra être aussi, par ailleurs, utilisée pour sa cotation.
En revanche, il n'y a pas de lien direct entre les deux. D'accord. Moi, je vais présenter Opale tout à l'heure. Et alors, question de Christine Morisseau. Quelle est la part effectivement mobilisée par les banques en moyenne? Il ne s'agit que de créances court terme, je pense. Alors là, c'est... Alors non, ce n'est pas que les créances court terme qui peuvent être mobilisées, c'est vraiment l'ensemble. C'est l'ensemble des encours. Oui, sur la part qui est mobilisée, alors il faut savoir qu'ils ne peuvent pas mobiliser 100%, c'est-à-dire que… 50%. Voilà, et tout dépend de la cote de l'entreprise. Donc, on vous dit qu'elles sont éligibles, mais tout dépend le montant derrière. Il faut se dire que la banque, elle préfère dans tous les cas avoir tout cet encours de créances qu'elle peut mobiliser pour se refinancer. Ils ne sont pas à la limite, mais ils en utilisent quand même une bonne partie. Alors là, je ne pourrais pas vous donner les chiffres exacts, mais je ne sais pas, Jean-Pierre, si tu avais en tête des chiffres. Non, je ne sais, je ne connais pas la mobilité. Quelle est la quotité qui est mobilisée? Ce que je peux dire, par exemple, par contre, c'est que du fait de la crise du Covid, le maximum mobilisable était de 30% et a été monté à 50% pour augmenter l'ensemble des liquidités disponibles et pouvoir être utilisées par le système bancaire européen. Maintenant, chaque banque souhaite avoir une quotité mobilisable la plus large et la plus confortable possible. Alors, je vois qu'on avait une autre question, mais c'était sur la première partie de la présentation. Attends le détail de la hausse de 12% de la dette entreprise entre PGE court terme, long terme. Là, vous vous en doutez, hein, le plus gros de la hausse de l'endettement des entreprises s'est fait au travers des PGE. Et d'ailleurs, on voit que le plus gros de la hausse s'est fait sur avril, mai, juin, au début des PGE. Donc, vraiment, ça sera à la marge qu'il y a eu des crédits long terme, des crédits court terme, encore plus à la marge, puisqu'on est passé très facilement par le PGE quand c'était possible. Juste une dernière question, on va passer à la médiation du crédit pour aller, parce que le temps passe vite. Finalement, quand on calcule la cotation, alors on a parlé de la cotation d'activité, la cotation de crédit. Est-ce que c'est un peu le même calcul qu'on peut faire pour une valorisation? Je pense notamment aux startups, parce qu'en fait, dans une valorisation, il y a évidemment le chiffre d'affaires, l'activité, mais il y a évidemment toutes les données qualitatives. Tu en as un peu parlé tout à l'heure, Jean-Pierre. Comment c'est pris en compte ces données un peu qualitatives? Je parle de goodwill, par exemple, des choses comme ça. Oui, goodwill. Non, ce n'est pas… On va utiliser en somme les mêmes données. Et là, la question de la cotation, on parle de la cotation à biais d'experts, sinon c'est plus simple. Mais il ne faut pas considérer que la cotation correspond à une valorisation de l'entreprise. Il n'y a aucun chiffre derrière. D'accord, c'est important de signaler parce que ce n'est pas la même démarche en fait. Oui, et voilà, sur les startups, dans des cadres de géode, on faisait ce type d'opération, mais c'est une analyse qui était beaucoup plus fine et poussée quand même. Pour rebondir sur les startups, on les prend en compte de manière différenciée. On essaye là depuis 2 ans, on va dire, pour effectivement ne pas prendre en compte que les éléments défavorables qu'on voit dans la société. On a souvent des entreprises qui ne sont pas rentables et qui ne le seront pas avant quelques années. Si pour autant on voit qu'il y a eu d'importantes levées de fonds et que ça permet d'avoir une liquidité très importante et qui garantit que même avec 3 ans de perte, il n'y aura pas de problème, on le prend en compte dans la cotation. Mais là aussi, c'est pour ça que pour les startups qui ont vraiment des modèles particuliers, on les incite à venir nous expliquer quelle est leur entreprise, ce qu'ils font, ce qu'ils prévoient, avoir des prévisionnels. Et ça peut être pris en compte effectivement dans les éléments qualitatifs. Mais on ne sera pas effectivement sur une valorisation, hein. C'est plus compenser un petit peu des éléments du bilan par des éléments qualitatifs plus favorables. D'accord, et puis on a bien compris aussi que pour être effectivement bien noté et pour avoir pas de problème pour des prêts, il faut être coté 3++, c'est ça, ou 3 plus? Jusqu'à 4, il n'y aura pas vraiment de souci. Jusqu'à 4, ça va, c'est à 7, on est ce qu'on doit être, j'ai envie de dire, mais c'est évident qu'il faut suivre la cotation et s'interroger si elle décline, pourquoi elle a décliné. Après, si on est sur une cotation 5+, on pourra avoir des éléments. Alors, certes, nous, on voit un élément de fragilité, mais on a des entreprises qui vont quand même bien en étant 5+. L'essentiel, c'est de comprendre pourquoi on est 5+, et ça peut aussi donner des pistes sur
quel est l'élément qui a fait penser la Banque de France qu'il pouvait y avoir quelque chose de fragile chez moi et que je ne pourrais ne pas rembourser l'ensemble de mes engagements d'ici 1 à 3 ans? Oui, il y a des éléments qu'on peut expliquer. Très bien. Bon, ben, écoutez, très bien. On va passer à la médiation du crédit. À la thématique suivante, qui n'a rien à voir avec la cotation, ou si peu. Pourquoi recourir à la médiation du crédit en cas de refus? En cas de refus de financement de vos partenaires financiers. Alors, la médiation du crédit, bien, elle existe depuis 2008. Et depuis 2008, elle est destinée à venir en aide aux entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité confrontées à des difficultés d'accès au crédit. En 2008, à sa création, c'était pour la crise financière. Elle a eu fort succès. Et alors là, très fort engouement sur 2020. On va voir que ça a explosé les demandes de médiation du crédit, notamment autour du premier confinement. Pourquoi est-ce que l'on peut saisir la médiation du crédit? C'est un motif. Mais tout d'abord, eh bien, je suis une entreprise à qui mon banquier vient de refuser un crédit, un accompagnement financier. Je suis une entreprise à qui on a refusé le PGE. Eh bien, je peux toujours saisir la médiation du crédit pour voir si, dans le cadre de son intermédiation, il ne serait pas possible de faire changer mon partenaire financier, mon banquier d'avis. Donc voilà, j'ai eu un refus de crédit. Mon banquier a refusé de moratorier ma dette, voilà, refus de rééchelonnement de ma dette. Il a dénoncé mon crédit ouvert et je dois pour rembourser, je n'en ai pas les moyens. Ou un autre de crédit, même chose, voilà, des cautions qui ont été abandonnées ou une réduction de garantie auprès de mon assureur crédit. Là, je me suis aperçu par le changement de comportement de mes fournisseurs qui me demandent à présent de payer comptant. Voilà des motifs qui font qu'on peut essayer d'aller rechercher l'intermédiation de la médiation. Comment ça se passe la médiation du crédit? C'est une démarche en 5 étapes. Il faut bien sûr se signaler, il faut donc déposer un dossier. Là, vous avez l'adresse en main. Il faut aller directement sur le site. Et là, j'insiste, donc la médiation du crédit, c'est confidentiel. Quel qu'en soit son aboutissement, seuls vos partenaires financiers et vous-même saurez qu'il y a eu médiation du crédit. Et en fait, c'est un service totalement gratuit. Donc, depuis 2020, depuis la crise sanitaire, il a été mis en place une procédure simplifiée Covid. C'est vraiment très simple. C'est juste un formulaire assez court où il s'agit simplement de spécifier, de préciser son identité et d'expliciter un petit peu quelle est la problématique et qu'est-ce qui fait que vous avez saisi la médiation du crédit. Si l'on a une qualité à la médiation du crédit, c'est qu'on est rapide et diligent. Si vous avez saisi un dossier, vous serez forcément contacté dans les 48 heures ouvrées qui suivent. Et il va falloir statuer sur l'éligibilité du dossier. Pour moi, pour qu'un dossier soit éligible, il y a 3 conditions. La première, c'est qu'il y ait refus du crédit, que votre banquier, à votre demande de soutien financier, ait dit non. Ça paraît une condition évidente, mais bon, il faut le dire. Il faut qu'il y ait refus du crédit, sinon attendez d'en avoir eu un pour saisir la médiation. Il faut qu'il y ait un besoin. C'est là qu'on va vous demander quelques documents pour pouvoir l'identifier. On va vouloir connaître votre activité passée. Il va falloir que vous nous fournissiez vos documents comptables. Et aussi un plan de trésorerie et un business plan prévisionnel pour voir un petit peu quels sont vos besoins de trésorerie actuels et à venir. On va donc estimer s'il y a un besoin. Et au cas, si vous ne l'aviez pas, vous, surestimé auparavant. Et enfin, 3e condition, il faut qu'il y ait une capacité de remboursement. Est-ce que vous pourrez faire face, si on vous financie au niveau de ce besoin, aux échéances de remboursement? C'est ainsi que l'on va statuer la l'éligibilité, qui en général, c'est le cas dans la majorité des dossiers. Dans le cas d'éligibilité, on va donc aller on va prendre contact avec vos partenaires financiers pour échanger avec eux afin qu'ils réexaminent leur position. C'est ça le travail de la médiation. Il s'agit de rapprocher des positions divergentes, vous qui aviez une demande qui était peut-être excessive, et des banquiers qui étaient sur une position négative. L'objectif,
ça s'appellerait pour nous un succès, c'est l'obtention d'un soutien financier qui est adapté aux besoins du déposant. Une dernière slide. En deux parties, je voulais vous illustrer l'explosion des demandes de médiation en 2020 pour voir à quel niveau quand même c'était. Et aussi vous parler, ma foi, du produit phare de la médiation, le PGE, qui a connu un succès triple. Le PGE, un succès d'abord d'estime, puisqu'il y a eu 660 000 PGE octroyés en France en 2020. 660 000 PGE pour un global de 130 milliards d'euros distribués. Au niveau de l'Île-de-France, c'est 46,5 milliards. 36% du global, ce qui fait que voilà, c'est surestimé par rapport à l'Île-de-France, mais c'est normal aussi, puisque quand même l'Île-de-France est une région qui a été un peu plus impactée par la crise sanitaire que d'autres régions. En Île-de-France, 42% des entreprises ont demandé et obtenu un PGE, une grosse quantité. Donc voilà le premier succès d'estime. Je dirais que le deuxième, c'est un succès de répartition. On s'attendait bien sûr qu'en nombre, les PGE aillent bien sûr majoritairement vers les PME et les TPE. Mais il n'était pas du tout évident qu'en valeur, la part donnée aux PME et TPE soit majoritaire. Et là, pourtant, c'est le cas. Comme vous voyez, sur les 46,5 milliards qui ont été distribués en Île-de-France, 14,1 et 14 milliards ont été respectivement attribués aux PME et TPE, soit un global de 28 sur 46. Une majorité des distributeurs des PGE est allée vers le réseau des PME et des TPE. Et enfin, troisième succès, mais un succès, je veux dire, de forme. C'est un produit qui était totalement adapté aux besoins, le PGE. C'est pour ça qu'il a eu du succès aussi, avec un prêt assorti d'un moratoire la première année à un taux de 0,25%, avec une garantie, on le sait, de 90%. Et maintenant, une possibilité d'un nouveau report sur une deuxième année. Possibilité d'une deuxième année différée de remboursement. La médiation, qu'est-ce que ça représente? Explosion de la médiation en avril-mai 2020, autour du premier confinement, en France. C'est 6 402 dossiers qui ont été qualifiés éligibles sur ces 2 mois, pour un global demandé de 1,2 milliard. Alors, ce n'est pas grand-chose si on regarde par rapport aux 130 milliards qui ont été octroyés en PGE sur l'année, mais c'est quand même, et ça reste, une aide de 1,2 milliard. Un taux de succès, si on regarde à juin ces mêmes dossiers, à 59%. Si nous regardons l'Île-de-France et notre service, 75 plus 92, en 2019, la médiation du crédit, c'était un service posé, qui avait traité 164 dossiers sous l'année. Vous voyez à peu près 13,6 par mois, 14 par mois, ce n'est pas tout à fait un dossier par journée ouvrée. En 2020, 164 en 2020, 3200 en 2020. Alors j'ai bien reposé la fraction, ça fait une progression de 1850%. Avec une moyenne mensuelle de 267 dossiers par mois, mais ça cache une disparité, puisqu'on a eu une pointe en avril, premier mois du confinement, à 710. Donc, pour être clair, le taux de réussite aujourd'hui n'est plus ce qu'il était au tout début, parce que c'est des dossiers qui viennent et qui sont peut-être de plus en plus compliqués. Maintenant, on a des dossiers là. Mais l'entreprise a déjà eu son PGE. Il n'est plus possible de leur rétribuer un autre. Ou alors, on vient sur un complément, ces dossiers qui sont de plus en plus difficiles, avec peu de visibilité pour certains secteurs d'activité. Donc, taux de réussite à 51%. Voilà, avant de passer sur notre thématique, est-ce que vous avez des questions sur la médiation ou le PGE? Une question pour quel est le nombre d'entreprises en pourcentage qui sont vues refuser un PGE au départ? Au départ, je crois que, Chloé, tu me reprendras, mais c'était 3-4%. C'était 3%, effectivement. Enfin, 97% des entreprises ont eu un accord direct, ce qui comprenait dans ces 97% des entreprises qui n'allaient pas forcément très bien déjà au départ. En temps normal, on n'est pas sur ces taux-là d'octroi sur des crédits hors PGE. Donc plutôt généreux, et ceux qui viennent vous voir, généralement, c'est… Et ça fait 3-4% des 660 000, ça fait quand même 20 000 entreprises.
Ouais. Et ceux qui viennent vous voir, donc qui saisissent la médiation du crédit, c'est pour quel type de motif le plus couramment? Voilà. Je l'ai dit clairement, c'est le refus de crédit. Nous avons Ouais, eu beaucoup de médiations PGE. les Ouais, refus de effectivement, cette crédit. année, c'est le PGE, mais on a aussi des demandes de moratoire qui ne sont pas acceptées. Donc, par exemple, quelqu'un qui Au veut début, surtout. Ouais. 3 mois de plus que les 6 mois qui ont été automatiquement donnés et c'est pas accepté, ou certains qui viennent parce qu'on leur a supprimé un découvert, on en a aussi en ce moment. Ou des refus de crédit qui ne soient pas PGE, hein, ça arrive aussi, hein, des entreprises qui montent leur société ou qui ne sont pas éligibles pour une raison ou pour une autre au PGE. Surtout Il récente. y en a. Mais il faut savoir que, comme disait Jean-Pierre, on a des dossiers de plus en plus compliqués, mais déjà on était dans les 3% de refus des banques. Donc forcément, quand les banques voyaient des dossiers qui se tenaient, elles ont accepté assez facilement et sans se poser trop de questions. Hein. D'ailleurs, il faut quand même saluer le travail qu'elles ont fait sur avril-mai, parce que l'octroi d'autant de crédits, les équipes n'y étaient pas forcément préparées. Donc, elles ont pu octroyer tout ça. Nous, on récupère les dossiers problématiques. Nous n'avons que des dossiers, puisque c'est une condition d'entrée. Forcément, si on est à la médiation, c'est que le banquier a dit non. Alors, soit il a dit non, et juste une petite remarque là-dessus, on a aussi des banquiers qui jouent la montre. Donc, nous, on prend les dossiers soit quand il y a eu un refus, soit quand il n'y a pas de réponse depuis un certain temps. Un certain temps, c'est au moins 2 semaines. Mais là, on a vu des entreprises qui venaient et qui disaient « ça fait 3 mois que je suis en négociation avec ma banque pour le PGE et je n'ai rien ». Et effectivement, là, on voit que le banquier, il n'a pas une attitude positive vis-à-vis de C'est un l'entreprise. refus tacite. Voilà, tout à fait. Ouais. Parfois, l'intervention de la médiation peut faire accélérer les choses et peut aider alors, à l'octroi ou non, mais en tout cas à avoir une réponse et à pouvoir imaginer d'autres solutions si jamais ce n'est pas le PGE. Très bien. Passons au service voilà, de la Banque de France qu'on n'a pas encore vu. Tu vas sans doute parler d'Opale ou Géode. Oui, Oui. alors j'ai 3 points différents. Le premier, c'est sur le correspondant TPE-PME. Donc, c'est une mission de la Banque de France qui existe depuis 2016, donc c'est assez récent. L'idée, c'était d'avoir un interlocuteur par département, alors un au moins, mais en tout cas, il y a un contact par département pour tous les dirigeants qui se posent des questions, quelles qu'elles soient. Quel que soit aussi le stade de vie de l'entreprise. Donc, ça peut être des questions au niveau de la création, des questions RH, des questions juridiques, des questions financières, bien sûr. On est aussi beaucoup questionné là-dessus, puisque les gens imaginent que la Banque de France n'intervient que sur les questions financières. Mais voilà, toutes les questions qui peuvent se poser. Je veux vendre mon entreprise, comment je fais, comment je trouve un repreneur, etc. Et le but des correspondants TPE-PME, c'est de faire 3 choses. 1, écouter le dirigeant. 2, comprendre le besoin, qui n'est pas forcément que le besoin exprimé par le chef d'entreprise. Hein. Il est aussi là pour détecter d'autres besoins s'il y en a. Et 3, orienter vers les interlocuteurs les plus à même à répondre à leurs questions, en sachant que nous avons rencontré tout un certain nombre de partenaires, institutionnels ou pas, hein, ça peut être des associations d'entreprises, bien sûr on a la CCI, on a le MEDEF, hein, tout ce qui gravite un peu autour des entreprises et qui peut les aider. On a des contacts, on sait ce qu'ils font, on sait quel type d'entreprise ils aident, et ça va permettre aux dirigeants d'être aiguillés directement vers le bon interlocuteur. Donc c'est vraiment un gain de temps pour le chef d'entreprise. Plutôt que taper sur Google ces questions, il va venir vers nous et il aura une écoute et une orientation personnalisée. Je précise que ce service est gratuit et confidentiel, tout comme la médiation. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et pour nous contacter, alors est-ce que j'ai mis… Ah non, je ne l'ai pas mis. Pour nous contacter, il y a, mais je vous le donnerai par ailleurs si vous le souhaitez, une boîte mail générique et un numéro également national pour appeler si vous le souhaitez. Mais en tapant correspondant TPE sur Internet, correspondant TPE Banque. Elle est à la fin du diaporama. Ah oui, d'accord, on l'a remis à la fin. Merci Jean-Pierre. Donc voilà pour le correspondant TPE, vraiment là pour toutes les questions et pour gagner du temps. Si vous avez besoin de joindre un service interne à la Banque de France, ça peut être une porte d'entrée aussi. Hein, on en parlait tout à l'heure pour connaître sa cotation. Si jamais on a perdu le courrier de cotation sur lequel il y avait l'adresse qu'il fallait contacter, on passe par le correspondant TPE qui nous aiguillera. Là, il n'y a aucun souci. Maintenant, Opale, effectivement, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Opale, c'est une prestation de service qui est proposée aux dirigeants d'entreprise, alors plutôt petites entreprises, hein, et
qui va permettre donc d'utiliser en fait toutes les données qu'on a dans la Banque de France, donc les données sur l'entreprise, mais aussi les données globales, c'est-à-dire qu'on va comparer l'entreprise par rapport à son secteur. Et donc, on aura un volet comme ça d'analyse qui permettra de mesurer et comparer les performances de l'entreprise, identifier ses points forts, alors ses points forts internes, mais par rapport au secteur également, et ses axes d'amélioration. Encore une fois, l'entreprise n'avait pas forcément remarqué qu'elle avait un souci sur une question, mais en comparant avec les données sectorielles, on va voir que c'est ça le point à améliorer dans l'entreprise. Et puis, il y a un volet simulation pour aider le dirigeant dans sa prise de décision et donc évaluer les impacts financiers de ses projets. Il va pouvoir tester, voilà, si je recrute X personnes et que ça permet d'augmenter mon chiffre d'affaires de autant, quels sont les impacts sur les autres postes comptables, on va dire. Et désormais, on peut avoir par ailleurs un accompagnement par un expert sur cette offre. Il faut savoir qu'à la base, l'offre Opale, c'est un outil en ligne, complètement en ligne, qui peut être fait de chez soi par le chef d'entreprise. Il suffit simplement d'avoir ces dernières liasses fiscales pour pouvoir les intégrer et que le système Banque de France sorte ce volet analyse, simulation, en tout cas, permettre la comparaison de l'entreprise avec son secteur. Mais pour les entreprises qui le souhaitent, il peut y avoir cet accompagnement en plus. Je vous ai mis un petit aperçu synthétique de que ça sortait au global. Donc, à gauche, le pavé analyse avec différentes choses, un aperçu global, activité, résultats, moyens d'exploitation, structure et équilibre financier, secteur. Et puis, donc, on va voir, c'est fait pour être assez pédagogique et lisible facilement. Variation de chiffre d'affaires, on sait que c'est en baisse et donc on le met en rouge. OK, ça va pas très bien, il y a le chiffre. Mais à côté, le taux de marge brute d'exploitation, on voit qu'il est en hausse. Et finalement, c'est peut-être ça qui est le plus important que le chiffre d'affaires. L'évolution à côté du besoin en fonds de roulement, parce que ça, c'est pareil. Il y a beaucoup de dirigeants qui veulent à tout prix augmenter leur chiffre d'affaires, mais ne voient pas l'impact en termes de besoins en fonds de roulement et donc de trésorerie nécessaire pour avoir cette activité sur l'année. Voilà, tous des indicateurs qui sont repris, où on nous situe est-ce que c'est bien ou pas bien. Et puis, une quinzaine de ratios avec un positionnement sectoriel, comme je vous le disais. Donc, par exemple, le taux de valeur ajoutée de l'entreprise l'année dernière, de l'entreprise cette année, l'écart donc entre cette année et l'année précédente, et l'écart en points avec le secteur en N. Est-ce que c'est favorable ou défavorable par rapport au secteur? Ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est une offre Banque de France, donc on a un support de communication Banque de France qui est exportable et qui permet pour l'entreprise de montrer à son banquier, par exemple, voilà où je me situe par rapport aux autres de mon secteur. Et puis, oui, pour le prévisionnel, donc ça se construit autour de 5 thèmes, gestion, investissement, financement, trésorerie, résultat. Il faut savoir que c'est le chef d'entreprise qui met toutes les hypothèses à l'intérieur de ce prévisionnel, de cette simulation, et il peut retravailler ces hypothèses pendant 3 mois avant de sortir le support qu'il souhaite. Cette offre Opale, depuis la crise, la Banque de France a décidé de l'offrir aux dirigeants, donc c'est gratuit pour le moment. Ah oui. Donc oui, c'est pour ça, n'hésitez pas. Ça, c'est important de le signaler. Ouais, effectivement. En principe, c'était vendu à la base, mais pour un tarif assez modique de 500 € le global analyse et simulation. C'est bien ça, Jean-Pierre, je ne me trompe pas. 100, non 100 €, non 100 ou 500? Moi, je crois que c'était 200 plus 300 chaque module, donc ça fait 500 au global. Au tout départ, c'était ça, puis c'est tombé à 100, et là, c'est gratuit. Et là, c'est gratuit, en lien avec la crise. Ouais. Par contre, il y a une non, la matinée d'experts, alors normalement, elle est payante aussi, et là, ils l'ont fait gratuite aussi pour l'instant, je ne sais pas jusqu'à quand, mais aujourd'hui, effectivement, elle est gratuite. Il faut savoir que c'est quand même quelque chose d'automatique, on ne retravaille pas derrière, il n'y a pas un expert qui va travailler pour avoir quelque chose de plus précis sur l'entreprise, mais ça permet déjà d'avoir énormément d'informations sur mon entreprise et mon entreprise parmi les autres qui me ressemblent. Après, on a Géode. Donc là, Géode, on est aussi sur une prestation service payante, même en ce moment, parce qu'il y a beaucoup plus de travail dessus et qui sera beaucoup moins automatique. Faut bien vivre. Oui, et je vais vous dire… C'est pas ça qui nous fait vivre. Non, c'est pas ça qui nous fait vivre parce qu'on utilise les données Banque de France qu'on a par ailleurs et c'est important de les mobiliser au service des chefs d'entreprise. Pour autant,
Enfin, vous verrez, j'ai mis les tarifs à la suite. On est sur quelque chose avec des sommes assez modiques par rapport à la prestation proposée. D'autant qu'il y a vraiment un analyste financier dédié à l'entreprise qui va se poser avec le chef d'entreprise, réfléchir à l'entreprise qu'il faut intégrer dans les prévisions ou même dans l'analyse de la société au départ. Et donc, ça sera quand même quelque chose de beaucoup plus poussé avec des commentaires qui seront inclus, etc. Une analyse plus forte. Et puis, il y aura aussi des demi-journées d'accompagnement du chef d'entreprise. Donc, si jamais le chef d'entreprise demande à ce qu'il y ait une demi-journée de plus pour expliquer, alors ou à lui ou à des repreneurs qui sont intéressés et il veut qu'il y ait une présentation par l'analyste Banque de France, c'est possible également. Je vais passer sur le slide suivant, puisque je vous ai mis un petit peu ce qu'il y avait, dans le diagnostic économique et dans le volet simulation, parce que c'est pareil, on est sur deux parties différentes, une partie diagnostic de l'évolution des dernières années et où on en est aujourd'hui, et puis une partie simulation avec un prévisionnel qui est fabriqué, avec l'analyste Banque de France, cette fois-ci. Donc, sur le diagnostic économique financier, on a déjà un accompagnement personnalisé pour bien comprendre ce qu'on a dans les comptes et ce que ça veut dire. On a un regard externe sur l'évolution de l'entreprise. Ce n'est pas le chef d'entreprise qui dit « Ah, cette année, c'est super, mon chiffre d'affaires a augmenté ». Nous, on ne regarde pas que le chiffre d'affaires. On regarde surtout si l'évolution du chiffre d'affaires n'a pas eu d'impact négatif sur d'autres variables. Il y a plus de 800 ratios qui sont disponibles. Pour autant, on va sélectionner ceux qui sont importants pour l'entreprise. On ne va pas lister des ratios, ça n'aurait aucun intérêt. Et puis, il y a une analyse au travers de thèmes économiques et financiers et puis appuyé, comme je vous le disais, sur un panel de comparaison qui sera élaboré sur mesure, c'est-à-dire qu'on voit avec le chef d'entreprise s'il veut être comparé avec son secteur d'activité très proche ou un petit peu plus large ou s'il veut même nous confier une liste de sirènes d'entreprises. Et sous réserve qu'il puisse y avoir confidentialité parce que le nombre d'entreprises est assez important, alors on pourra le comparer à toutes ces entreprises auxquelles il veut se comparer. Et donc, on a un rapport complet tamponné Banque de France qui lui permet de bien savoir où il en est, ses points forts, les axes d'amélioration, toujours par rapport au secteur. Et donc, dans les simulations prévisionnelles, on a un accompagnement personnalisé aussi, un regard externe aussi, et puis un outil de simulation qui est souple et performant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire varier un certain nombre de variables en fonction de la volonté du chef d'entreprise pour la suite. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est investir et donc, OK, ça me coûte, mais qu'est-ce que ça va rapporter? Sur combien d'années est-ce que ça sera rentable? Quel sera mon taux d'endettement? Mesurer les différents impacts. Et puis, surtout, la possibilité de comparer différents scénarios si, justement, il se dit est-ce qu'il vaut mieux faire cette option ou celle-là? Et encore une fois, un rapport complet. Donc, il y a différentes offres pour Géode. L'offre essentielle qui est à la fois diagnostic ou prévisionnel, l'un ou l'autre. L'offre package essentiel qui comprend les deux. Et puis après, des demi-journées d'accompagnement qui se mettent en plus. Avec la possibilité également de souscrire à un abonnement sur 3 ans avec un tarif dégressif et qui correspond à l'offre package essentiel, c'est-à-dire qu'on fait et le diagnostic et le prévisionnel 3 années de suite. Du coup, je me rends compte que je n'ai pas le tarif Géode à cet endroit-là. Tu l'avais par ailleurs ou pas, toi, Jean-Pierre? Non, je ne l'ai pas sur moi. Bon, alors, on est à peu près, de mémoire, sur 4 800 € hors taxe. C'est 4 800. Voilà, le package essentiel est à 4 800. Après, voilà, je ne vous donnerai pas l'essentiel. Voilà, j'ai le package essentiel à 4 800. Donc, on est quand même ça doit être 3 000 et quelques pour l'essentiel tout court, mais je ne sais pas. Oui, on est quelque chose quand même sur une prestation qui est complète, mais qui reste abordable pour les chefs d'entreprise. Et sur le package fidélité, bien sûr, il y a une deuxième décompte. Effectivement. Voilà pour cette dernière partie. On vous a remis en lien pas mal d'informations sur comment contacter les correspondants TPE, les liens vers la conjoncture également avec les tendances régionales qui sont publiées tous les mois. Le lien vers la médiation du crédit pour pouvoir saisir la médiation du crédit en cas de besoin, mais également d'autres informations qui sont là vraiment pour aider les chefs d'entreprise à mieux comprendre soit l'économie, comment ça se passe, ou sur le site Mes questions d'argent
Alors, mes questions d'argent, c'est même pour tout le monde, c'est pas que pour les entrepreneurs. Pour toutes les questions que vous pouvez vous poser en lien avec l'argent au sens large, épargne, investissement, retraite, etc. C'est un portail que la Banque de France a mis en place et qui vous permet en principe en 3 clics d'accéder à toute l'information que vous cherchez. C'est très pédagogique et en plus, on a toujours des liens très précis pour pouvoir approfondir un sujet particulier. Tout à fait. Et donc, c'est un portail qui renvoie vers les meilleurs interlocuteurs en fonction du type de question. Et on a de la même manière mes questions d'entrepreneur qui est spécifique pour les entrepreneurs et qui est également un portail pour toutes les questions qu'un entrepreneur peut se poser et qui va renvoyer sur la CCI, sur le tribunal de commerce, sur l'INSEE, etc. Voilà, et puis vous avez nos noms pour vous souvenir de nous et nos adresses mail si jamais il y avait une question à un moment sur un sujet ou un autre. Ben, merci beaucoup pour ce panorama très complet. Vraiment beaucoup de choses à dire. On arrive au terme presque de ce webinaire. Je ne sais pas s'il y a des dernières questions. On peut revenir sur les sujets énoncés, que ce soit médiation du crédit, dotation Banque de France. Peut-être Florian Dian qui, je ne sais pas s'il souhaite prendre la parole ou vous dire quelque chose. Peut-être qu'il a utilisé le service Opal. Nous en parler. C'est pas une obligation. Il a utilisé, pourquoi pas, peut-être nous faire un petit témoignage. Je vois que Monsieur Grard voudrait répondre à une question en direct. Je ne sais pas si vous voyez également. S'il est là encore avec nous ou pas. Monsieur Grard. Patrice Grard, qui est de chez vous, GPSO? Oui, alors attendez. Je ne sais pas si vous le voyez. C'était pour la première question de Florian Dian sur l'offre Opal. Ah, et il essaye de nous parler, Monsieur Dian. Oui, je vais lui donner la parole. Oui. Ah, oui. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dian. Bonjour, merci beaucoup. C'est ça qui manquait. Non, effectivement, on a profité de l'offre gratuite sur le rapport Opal en 2020 et c'est un rapport très intéressant. J'invite tous les chefs d'entreprise à l'utiliser. C'est vraiment intéressant. Mais c'est vrai que, oui, en lien avec la question que j'avais posée sur est-ce qu'il y a une imbrication avec la cotation, mais vous avez répondu très clairement. Et je comprends mieux avec vos explications le rôle de chaque service. Donc, c'est assez complémentaire. Voilà, et merci pour la présentation. Merci. C'est vraiment intéressant. Merci à vous. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. Moi, je vous dis merci parce que le contenu était très, très intéressant. Il y a beaucoup de choses. De toute manière, nous enverrons le replay aux participants et aux absents via aussi nos outils de communication. Espérons que 2021 sera une année, on va dire, où vous serez moins sollicité sur la médiation du crédit. Sûrement, on espère. C'est pas sûr. Surtout avec les moratoires. Enfin bon. Voilà, et vous avez laissé vos coordonnées aussi, donc de toute manière, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez une question, vous pourrez vous transmettre les coordonnées de Chloé Masselier ou Jean-Pierre Canet. Voilà, merci encore à vous. Je regarde s'il y a une dernière question. Voilà, pas de questions. Écoutez, on va finir là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous également et bonne journée à tous. Participants. Eh bien, allez, à bientôt. Merci. Au revoir.